Salut! Alors suite à la publication de ma vidéo de présentation sur la chaîne, dans laquelle j'expliquais que je me considérais un petit peu comme un touche-à-tout, j'ai reçu pas mal de commentaires et de mails, dont deux là, que je vais reprendre en particulier. C'est le mail de Laura et le commentaire de Giovanni. Et j'ai reçu aussi le commentaire de Emma qui pense que je suis génial. Merci toi aussi. Alors Laura et Giovanni, j'imagine qu'ils se sont reconnus dans l'aspect je m'intéresse à beaucoup de choses, mais du coup j'ai un petit peu de difficulté à me concentrer sur une tâche, à me concentrer sur un seul domaine et travailler dans ce domaine-là pendant longtemps. Du coup la problématique tourne autour de deux aspects. Premièrement, le fait de s'intéresser à beaucoup de domaines différents, avoir une grande variété d'intérêts. Et deuxièmement, la concentration, la persévérance dans l'effort et le fait de se focaliser sur un seul sujet. Pour commencer, j'ai remarqué un petit élément tout en bas du mail de Laura. C'était que son mail avait été envoyé depuis un iPhone. Et du coup, je me pose une question. À ton avis, à quoi est dû le succès du premier Mac d'Apple? Eh bien, quand on pose directement la question à Steve Jobs, voilà ce qu'il répond. Si je n'avais pas suivi ce cours de calligraphie, le Mac n'aurait jamais eu autant de polices d'écriture et des polices à espacement proportionnel. Alors voilà, à l'époque où il sort le premier Mac, le concurrent direct qui domine largement le marché, c'est Microsoft avec son système d'exploitation MS-DOS. Ce système d'exploitation, il est assez austère, c'est tout en ligne de commande. Et Jobs, il arrive avec une proposition tout à fait différente qui est celle d'avoir un environnement graphique avec des fenêtres, une souris, et quelque chose de, on va dire, de moins austère, de plus familial. On se rend compte que ce goût-là pour l'art, pour l'aspect graphique, l'environnement graphique, ben, il l'a obtenu parce qu'il ne faisait pas que de l'informatique, il ne faisait pas que des cours de programmation, etc. Il raconte par exemple qu'il s'est inscrit dans des cours de calligraphie et que ces cours-là, ça lui a calibré l'esprit pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Alors voilà, j'aimerais bien que tu gardes ça en tête, c'est que le succès du Mac, il vient en partie du fait que son créateur ne soit pas intéressé que à son domaine d'activité. De mon côté, je pense également que beaucoup de ma réussite, si tant est que j'en ai eu, je la dois du fait que je me sois intéressé à beaucoup de sujets. Je dois par exemple ma rentrée en classe préparatoire au fait que je me sois intéressé beaucoup à l'informatique. Et puis j'ai été admis dans mon école de commerce parce que je m'intéressais à beaucoup de choses et que ça avait un petit peu impressionné le jury. Quand j'ai commencé le rugby, mon expérience précédente du judo a fait que j'avais pas peur du combat, j'avais pas peur de tomber. Je pense également que j'ai appris beaucoup de choses grâce à la pratique du poker dans la vie, que ce soit la patience, l'investissement, le fait de calculer ses risques, et puis aussi tous les aspects de théorie du jeu et plein d'autres choses. Et puis dans ma dernière expérience de salarié, dans laquelle je conseille des entreprises sur leur innovation, je me serais jamais senti vraiment à l'aise si j'avais pas une large connaissance de différents sujets. Et je pouvais très bien aller dans des entreprises qui étaient des startups web ou dans des entreprises plus familiales qui faisaient de l'agriculture par exemple. Pour moi, cette diversité d'intérêts, c'est vraiment une de mes forces et j'essaye de m'appuyer dessus en fait. Par exemple, dans cette chaîne YouTube, je sais que mon approche est unique et que tu la retrouveras nulle part ailleurs du fait de mon expérience de vie et des différents sujets qui m'ont intéressé. Attention, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure approche, ça veut simplement dire qu'elle est unique et qu'elle est différenciée. Voilà quelque chose que j'ai appris par exemple en école de commerce, dans un marché compétitif, ce qui est par exemple le cas dans le domaine de la mode pour Laura. Il y a plusieurs façons de réussir, plusieurs approches différentes. Dans son cas, j'en trouverai deux, qui sont l'excellence et la diversification. L'excellence, c'est pratiquer encore et encore pour pouvoir maîtriser tout de bout en bout et d'arriver à la perfection en fait. C'est une mentalité qu'on retrouve beaucoup dans la culture japonaise. Et si ça vous intéresse, je vous conseille le film qui s'appelle Jiro, Dreams of Sushi. C'est un film documentaire qui retrace la vie de Jiro, qui est un maître sushi et qui explique à ses enfants en fait comment devenir eux-mêmes maîtres sushi. Et on les voit galérer à faire des sushis, à répéter, jusqu'à ce que leur sushi soit parfait. Et là, du coup, Jiro il leur dit « Ok, ton sushi, on peut le servir ». Moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et je vous conseille d'aller le regarder. Et l'autre manière de réussir, c'est la différenciation. Être unique, avoir une approche novatrice, c'est l'innovation. Je ne suis pas du tout en train de dire que l'innovation c'est mieux ou que l'excellence c'est mieux, c'est juste deux approches différentes qui peuvent mener toutes les deux à la réussite. Alors comme je le disais à Laura dans ma réponse, moi la mode, la couture, j'y connais pas grand chose, mais je peux quand même lui donner un exemple qui pourra lui parler. C'est celui de mon ex-colocatrice en fait, qui était une ancienne coiffeuse
et qui a décidé de faire des études en perruquerie, maquillage et un costume un peu. Et du coup, elle, à la base, comme elle était coiffeuse, elle s'est un peu spécialisée là-dedans. Et à un moment, elle devait réaliser un costume pour ses défilés. Et alors que toutes ses copines, elles ont décidé de faire un truc assez traditionnel, des Marie-Antoinette, bien faites, mais voilà, assez traditionnel, classique. Elle a décidé de s'appuyer sur sa force qui était le fait d'être anciennement une coiffeuse. Et elle a décidé de faire une robe en cheveux. Et du coup, à la fin du défilé, il y a des professionnels qui sont allés la voir pour pouvoir travailler avec elle parce qu'ils ont été touchés par son approche originale. C'est un exemple tout bête, mais qui, je pense, montre assez bien qu'on peut arriver à avoir une approche originale dans un marché compétitif et que ça fonctionne très bien. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que cette variété d'intérêts, le fait d'être un petit peu touche à tout, de s'intéresser à beaucoup de domaines différents, c'est une vraie force, c'est une réelle force et il faut s'appuyer sur ça. Encore une fois, moi je ne m'y connais pas suffisamment dans la mode et dans la couture, j'imagine que vous en êtes rendu compte, mais ce que je peux lui dire, c'est que grâce à ces différents intérêts, elle va pouvoir avoir une approche originale, pertinente, unique. Par exemple, son intérêt pour les maths, ça va lui permettre de réaliser des ouvrages avec des perfections uniques en utilisant les dimensions du nombre d'or. Son intérêt pour la chimie, ça va peut-être lui permettre d'utiliser d'autres matières qui auront des propriétés différentes et qui pourront lui permettre de créer des choses nouvelles. Son intérêt pour l'informatique, ça va lui ouvrir les portes de l'impression 3D par exemple. Et son intérêt pour la littérature, ça va lui permettre de faire voyager les gens au travers de ses réalisations dans différents âges ou dans différents univers. Et ça, c'est vraiment génial. Elle aura une approche unique qu'elle sera la seule à pouvoir réaliser et maîtriser. Si tu veux en savoir plus sur le fait de s'intéresser à plein de domaines différents, je te conseille la vidéo TED d'Emily Wapnick qui aborde ce sujet-là. Elle appelle ça des multipotentiels, mais il y en a qui parlent de slasher ou de scanner par exemple, et je pense que ça regroupe à peu près la même réalité. Et le deuxième point, à propos de la concentration, de la persévérance dans un domaine, j'avoue que j'ai été moi-même confronté à cette problématique, et pour l'instant j'ai trouvé deux solutions. La première et la principale pour moi, c'est celle de réellement questionner mes motivations. Se poser la question du pourquoi je fais ça, en utilisant par exemple la méthode des 5 pourquoi, pour pouvoir remonter à la racine des motivations. Et une fois qu'on a trouvé ça, une fois qu'on a trouvé ce moteur, cette motivation première, on peut s'appuyer sur elle pour pouvoir réaliser des choses. Par exemple, pour cette chaîne YouTube, je sais pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que je me dis que le petit Julien, qui était un petit peu paumé, il aurait certainement bénéficié de cette chaîne YouTube, de ce contenu, de la part de quelqu'un qui lui ressemble et qui le comprend en fait. Donc ça, c'est la motivation première, le moteur. Et je sais qu'à chaque fois que je vais avoir des doutes ou que je vais galérer, je vais me raccrocher à cette chose-là. Et je vais relire ce que j'ai écrit et je vais me dire, ok, toutes ces choses-là qui te parasitent, qui t'empêchent d'avancer, tu les oublies. Alors tu peux écrire tes motivations ou les afficher au-dessus de ton bureau, ça c'est toi qui vois. Il y en a même qui font des cartes mentales où ils se projettent, ils se dessinent au milieu de eux qui ont réussi. Voilà, chacun ses méthodes. Moi je me suis écrit une lettre à moi-même et je sais que si un jour c'est un peu plus compliqué, je perds la motivation, etc., je relirai cette lettre-là et ça me permettra de retrouver l'énergie, de retrouver la motivation qui me permettra de surpasser ces difficultés-là en fait. Et la deuxième méthode que j'utilise, c'est tout simplement que je me laisse le droit de m'intéresser à autre chose en fait, de réaliser d'autres projets. J'ai un projet principal si vous voulez et dessus viennent se greffer tout un tas de projets secondaires. Le mieux, ça serait que les projets secondaires viennent en quelque sorte alimenter le projet principal, qu'ils puissent s'y rattacher. Mais si c'est pas le cas, à la rigueur, c'est pas grave. Tout simplement parce que ces projets secondaires, ils viennent en quelque sorte faire en sorte d'avoir une bonne santé mentale. Et ça, ça vient alimenter le projet principal d'une certaine façon. Par exemple, là, moi, j'apprends le bulgare. Ça peut paraître complètement décorrélé de la chaîne. Mais bon, déjà, premièrement, ça me fait marrer. Et deuxièmement, en fait, c'est une expérience d'apprentissage. Donc, en quelque sorte, on peut la rattacher au sujet de la chaîne sur comment fonctionne le cerveau, l'apprentissage, etc. En conclusion, et pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, si tu te considères comme un multipotentiel, prends ça comme une chance, comme une force, comme un avantage. Si tu t'es reconnu dans cette catégorie de la population qui s'intéresse à plein de choses, qui a des centres d'intérêt très variés, je te remercie de me mettre un pouce ascendant en bas de la vidéo. Et si c'est pas le cas et que ça te fait penser à quelqu'un de ton entourage, je sais pas, un ami ou quelqu'un de ta famille, tu peux lui envoyer cette vidéo et peut-être que ça lui mettra des mots sur ce qu'il ressent et ça pourra lui servir. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas, on n'est pas des bêtes et je te laisse avec les mots d'Emily Wapnick qui parle de tout ça bien mieux que moi. Embrace your many passions. Follow your curiosity down those rabbit holes.
explore your intersections. Embracing our inner wiring leads to a happier, more authentic life, and perhaps more importantly, multi-potentialites. The world needs us. Thank you.